Ce qui est laissé inachevé est aussi nécessaire à une œuvre d'art que ce qui est achevé. David Fuenquinos est avec nous et c'est un bonheur pour ce nouveau roman. Tout le monde aime Clara. David traduit dans le monde entier, évidemment. On pense à tous ses succès au théâtre, on va en parler dans quelques instants. Et voici le roman. Alors, j'ai presque... Oui, ça fait du bien. Parce que tout le monde aime Clara, on va lire ce livre et on va aimer Clara. Clara, c'est l'humanité par l'art, c'est l'humanité par la lecture, par le cinéma. C'est quelque chose qui porte beaucoup d'espoir, ce livre, David. Exactement, merci pour cette belle introduction. Voilà, je suis ravi d'être là. Clara, c'est mon héroïne qui a 16 ans et qui est victime d'un grave accident et qui va se réveiller comme ça avec une particularité des dons de voyance. Et elle va comprendre la vie des autres, et elle va bouleverser le destin des autres. Et s'il y a une première étape qui est un peu difficile, qui est un peu complexe, c'est vrai que c'est un livre optimiste. Oui, quand je disais cette citation en ouverture de l'émission, oui, ce qui n'est pas inachevé. C'est-à-dire que l'art n'est jamais achevé. C'est ça qui le rend magnifique. C'est incroyable que vous citiez cette phrase parce que c'est une phrase du sculpteur William Story qui est au cœur du livre. C'est-à-dire c'est la première fois que je mets une illustration dans un de mes livres qui est une sculpture qui m'a ébloui, qui s'appelle l'Ange du Chagrin, qu'on trouve à Rome et qui a une signification très importante dans le livre. On comprend petit à petit pourquoi. C'est une histoire absolument passionnante. C'est un sculpteur qui, à la mort de sa femme, décide de sculpter comme ça pendant 8 mois d'une manière obsessionnelle ce mausolée, leur endroit où ils vont passer. Ah ben on la voit, c'est génial, ouais. Bravo, vous êtes très fort. Et finalement, c'est une œuvre de postérité amoureuse, l'idée qu'on puisse traverser le temps. Et comme c'est un livre qui est un petit peu mystique, qui parle aussi des relations entre les époques, je trouvais que c'était très très beau d'avoir cette sculpture au sein du livre. Ouais, un couple. Et puis comme dans tous les couples, il y a à un moment donné peut-être une séparation. L'une, elle travaille dans le cinéma, l'autre, il est dans les finances. Et puis il y a un enfant qui est là. Oui, là, vous parlez des parents de Clara. Et je trouvais ça aussi intéressant parce qu'il y a plusieurs histoires d'amour dans le livre. Mais c'est vrai que les parents de Clara se séparent parce que sa mère rencontre un autre homme et décide de quitter son mari. Et puis, quelques années après, dans des circonstances forcément douloureuses, puisque j'ai évoqué tout à l'heure l'accident de Clara, qui va rester des longs mois à l'hôpital, forcément, ils vont se retrouver au chevet de leur fille. Faut imaginer, voilà, un couple qui s'est pas eu pendant plusieurs années, qui retrouve une intimité de se voir tous les jours. Et donc, ils vont rebasculer dans quelque chose de sentimental à un moment donné où ils vivent une tragédie. Et j'aime bien finalement les histoires qui mélangent les émotions contradictoires qu'on peut vivre dans la vie. Oui, alors il va rencontrer un personnage dans un atelier d'écriture. Il n'a jamais lu de sa vie, mais ce personnage est étonnant parce que voilà, il y a un mystère derrière cet homme qui apprend à écrire un roman, parce que il y a eu un premier livre il y a 40 ans. Exactement. Alors cet autre personnage, cet écrivain, on va dire pas raté, mais en tout cas qui est tombé dans l'oubli, c'est l'autre personnage principal du livre. Voilà. Et finalement, j'aime bien les romans où on a deux personnages et on se dit à quel moment ils vont se rencontrer, quel va être leur destin commun entre cette jeune fille Clara qui développe un don de voyance et cet écrivain qui n'a pas écrit depuis 40 ans. Et ils vont se rencontrer à un moment donné et puis elle va lui permettre, je vais pas en dire davantage, mais d'écrire à nouveau. Mais lui, c'est vrai qu'on le découvre au début du livre, il anime des ateliers d'écriture, il n'a pas écrit 40 ans, alors c'est pas du tout autobiographique, puisque je viens vous voir pratiquement tous les ans en ce moment, vous devez en avoir marre de moi, mais c'est vrai que j'écris beaucoup. Oui, mais le livre, j'adore ce titre, c'est La peur des secondes. Oui, il a publié un livre qui s'appelle La peur des secondes. Un livre qu'on ne trouve pas, donc il y a un truc un peu mystérieux, toutes les personnes qui vont dans son atelier d'écriture, et d'ailleurs ça leur fait beaucoup de bien, et c'est vrai que c'est une tendance aussi d'écrire pas forcément pour publier, mais pour exprimer son intimité, pour partager des textes, ses émotions. Et donc tous ceux qui viennent à cet atelier d'écriture avec cet écrivain veulent lire son livre, mais il est absolument introuvable. La seule personne qui va le trouver, c'est Clara. Mais c'est là où c'est génial, parce qu'elle a envie de le trouver. On se dit, mais on veut lire ce livre. Parce qu'on comprend que peut-être que la clé de son renoncement, la clé de son mystère, puisqu'il a arrêté d'écrire d'une manière un peu étrange après ce premier roman, on peut peut-être avoir la solution dans ce livre-là. Ouais, alors évidemment, il ne faut pas en dire davantage, parce que c'est une histoire romanesque, il y a des histoires d'amour connexes, il y a la vie qui insuffle ce bouquin, la maladresse du personnage quand il va rencontrer l'une de ses clientes, il va passer une soirée qui va l'entraîner peut-être ailleurs, il y a l'amour, et puis il y a ce dont on ne peut jamais se séparer, l'amour d'un enfant.
c'est quelque chose de très fort. Oui, c'est très fort. Et puis surtout un enfant qui d'un coup est différent. Est modifié par les circonstances de la vie. Et c'est vrai que c'est bouleversant pour ses parents et même un peu inquiétant de voir leur fille qui commence à connaître beaucoup de choses, à avoir des intuitions, à parler d'autres personnes, à prédire l'avenir. Et c'est vrai que moi je me sens assez mystique parce que j'ai rencontré la mort à l'âge de 16 ans suite à une grave maladie. C'est peut-être l'écho personnel avec ce livre-là. Mais j'avais jamais abordé aussi frontalement ces thèmes-là. Et pour la première fois, j'ai, pour écrire ce livre, rencontré des voyants. Alors pas pour prédire mon avenir, mais pour comprendre la naissance du don. Voilà, ceux qui sont comme ça traversés par des flashs, comment ils vivent cela, comment ils le canalisent, comment ils le gèrent et comment voilà, ils arrivent à aider les autres sans se laisser encombrer par cette étrangeté. Oui, on revient sur cet ange du chagrin, cette sculpture incroyable, mais qui peut-être va peut-être porter l'espoir de quelque chose d'éternel ou d'une renaissance, dire que non, on peut sortir du coma et avoir une nouvelle vie, on est porté par quelque chose. C'est vrai, et puis c'est une renaissance littéraire parce que, je vais pas trop raconter, mais c'est vrai que Clara va donner des indications à l'écrivain sur cette sculpture, et très étonnante, et moi j'ai fait des recherches pour mieux comprendre ce couple, cette histoire, parce que pour moi c'était un symbole de romantisme absolu, comme ça, de vouloir traverser l'éternité, voilà, dans la beauté de cette œuvre, et donc elle va lui donner des informations sur cette époque, à Rome, à la fin du 19e siècle, puisque c'est à cette époque que vivait ce couple. Oui, on peut imaginer, on peut renoncer à l'amour, renoncer à l'écriture, renoncer à la vie, et puis à un moment donné, il y a quelque chose comme ça qui vous dit non. Pour moi, c'est très important. Dans pratiquement tous mes livres, vous avez raison, je parle de résurrection. Là, ce que vous venez de décrire, d'une certaine manière, c'était le sujet de la délicatesse, puisque l'histoire d'une veuve, voilà, qui perdait son mari, puis qui rencontrait un Suédois dépressif. Et c'est le sujet de plusieurs de mes livres, d'une certaine manière, même si j'écris des livres très différents, avec des tonalités différentes, entre voilà, la délicatesse, Charlotte, vers la beauté, ou le mystère horripique. Mais ils sont tous traversés par l'énergie de la seconde vie, de la résurrection. Peut-être que c'est aussi la part intime, ce que j'y mets de personnel, puisque moi j'ai eu le sentiment, voilà, après cette grave opération, et c'est moi l'hôpital, d'être un deuxième David Fuenquinos, comme tous les gens qui ont été voilà, traversés par la maladie ou la frayeur. On déverrouille la sensibilité, on s'approche peut-être davantage de la beauté par la suite. Oui, alors il y a l'art, on a vu ces sculptures, Clara et les chic types, ce film qui inspire évidemment le prénom, et puis il y a L'amant de Marguerite Duras. On se dit, tiens, David, quand on a lu L'amant, est-ce qu'on peut écrire quelque chose devant un monument pareil? Est-ce qu'on n'a pas envie de jeter son manuscrit à la poubelle? Mais non, mais oui, alors là, c'est exactement ce que fait ce personnage. Oui. Mais je trouve ça intéressant parce que je raconte aussi, c'est un livre qui parle de littérature, de création. J'aime bien parler des œuvres que j'aime, que j'admire. Dans mes livres, bon, il y a cette sculpture, l'Ange du chagrin, mais ça parle aussi beaucoup de littérature. Il y a des œuvres qui vous galvanisent, qui vous portent, et puis d'autres qui vous achèvent. Et lui, c'est vrai que mon personnage, qui publie aux éditions de Minuit, en même temps que Marguerite Duras, L'amant, qui a le prix Goncourt et un tel succès, et surtout sur une histoire similaire. Parce que cet écrivain va vivre une histoire d'amour très importante, obsessionnelle, fondatrice, une histoire d'amour un peu dramatique dans sa vie, et va essayer de la raconter au même moment où Marguerite Duras publie L'amant, et a le sentiment que la façon dont elle pose des mots éternels ou des mots de postérité sur sa relation amoureuse, elle le fait bien mieux que lui, et ça le désespère. Ouais, il y a plein de clins d'œil. Évidemment, il y a un personnage qui s'appelle Amélie, et la maman de Clara, elle travaille sur un film qui s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oui, ça, c'est un clin d'œil, effectivement. Ouais. Alors, c'est un double clin d'œil parce que c'est un clin d'œil personnel à Audrey Tautou, puisque d'une certaine manière, elle a aussi un peu changé notre vie quand elle a accepté de faire notre premier film avec mon frère, La Délicatesse, avant que le livre soit un succès. Et je l'ai retrouvé l'année dernière pour un spectacle musical autour de Charlotte, qu'elle devrait peut-être reprendre à l'automne prochain. Donc, c'est vrai qu'elle a été une fée, hein, sur mon destin. Donc, il y a ce clin d'œil. Et en même temps, Amélie Poulain, le sujet, c'était aussi quelqu'un qui va comme ça modifier la vie des gens, et c'est vrai qu'il y a un écho avec Clara qui, par ses dons de voyance, par sa sensibilité et sa compréhension peut-être de l'avenir ou de la vie des autres,
va clairement, on le voit dans le livre, bouleverser la vie de plusieurs personnages. J'ai dit jamais, c'est jamais fini. Il y a la mort, même la mort, peut-être non. C'est peut-être que quelqu'un qu'on croit mort va réapparaître. Il y a quelque chose d'extrêmement optimiste derrière tout ça. Oui, alors c'est vrai, un peu mystique aussi. C'est la première fois que j'aborde ces thèmes-là. Peut-être parce que moi j'ai eu une expérience de mort, ça m'a rendu extrêmement sensible aux signes. J'adore aussi la numérologie, l'astrologie. Je pourrais vous tirer les cartes après, Patrick, le numéro si vous 9, voulez. Le numéro 9. C'est la fin du cycle, hein, c'est important. Mais c'est vrai que je cite à un moment donné cette phrase de Patrick Modiano qui a été très importante pour moi, qui écrit dans Livret de famille « J'avais 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance ». Ça ne veut pas dire croire en l'incarnation ou être forcément dans des univers trop parallèles, mais le sentiment que nos vies, nos sensations, nos émotions sont aussi traversées par des choses qu'on ne comprend pas toujours, que ça peut être lié à la mémoire des murs, à l'hérédité, à une partie un peu non rationnelle de notre sensibilité. Et je crois que ce livre parle beaucoup aussi de cette nécessité d'être attentif aux signes. Oui, il y avait le numéro 9, puis il y a le numéro 2. Ça vous dit quelque chose, c'est le numéro 2, David? Oui, c'était un de mes précédents livres sur le... c'était sur le casting d'Harry Potter. Regardez ce qui se passe au théâtre Tristan Bernard. Merci. D'après le roman de David, adaptation de Léonard Brun, mise en scène de Sophie Acabo, et c'est numéro 2. C'est ce casting pour être Harry Potter dans le film, et puis non, c'est pas lui qui est pris. Et après, c'est une espèce de vie comme ça qui s'échappe. C'est exactement ça, ouais. C'est le point de départ du livre. J'ai été tombé sur l'interview de la directrice de casting d'Harry Potter. C'était pas un livre sur Harry Potter. Moi, j'étais pas spécialement un fan d'Harry Potter, mais je lis l'interview où elle raconte que pour trouver Harry Potter, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs et à la fin, il en restait plus que 2. Et c'est vrai qu'ils ont hésité pendant plusieurs semaines. C'est une histoire vraie. Et moi, j'ai tout de suite pensé à l'autre en écrivant le livre et je me suis interrogé sur le destin. Qu'est-ce que c'est d'avoir failli être Harry Potter? Parce que c'est un échec très important pour un enfant de 10 ans, mais en plus, la particularité, c'est que toute sa vie, il voit la vie qu'il aurait pu avoir. Ouais. Et c'est vrai que là, je suis très heureux de cette adaptation au Tristan Bernard, qui marche très très bien, qui est très drôle, et il y a beaucoup de jeunes qui vont voir la pièce, donc c'est très réjouissant. Regarde David, regardez ces images. Avoir un balai entre les jambes et pouvoir voler avec, alors ça c'est la classe! C'est toi, Martin, qui joue dans Harry Potter. Ça te dirait d'être mon vif d'or? On a pesé le pour, le contre, et ce n'est pas lui, c'est ça? C'était la fin de la vie normale. C'est dingue, tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau! T'es socio-officiel! Je peux avoir un autographe? Fixe! À nous deux, Harry Potter! Courez au théâtre Tristan Bernard, voir numéro 2 adapté de David. C'est extraordinaire. C'est beau de voir un roman comme ça, d'un seul coup, qui prend vie avec des personnages sur scène. Surtout quand c'est réussi. Parfois, j'ai pu être un peu déçu ou je ne m'attendais pas à voir les choses de cette façon. Mais là, je suis très, très heureux parce que je trouve que ça représente vraiment l'énergie du livre, c'est-à-dire c'est une tragicomédie. Donc, il y a cette part de mélancolie, de difficulté. C'est un livre sur l'échec, sur comment surmonter cet échec. Et en même temps, il y a beaucoup de fantaisie et beaucoup d'humour. Et puis, j'ai la chance aussi qu'il y ait une autre adaptation de numéro 2 à Londres en ce moment, un seul en scène avec Asa Butterfield, qui est un acteur très connu, qui joue dans Sex Education. Et là, on voit à quel point une adaptation totalement différente, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus intimiste d'une certaine manière. Donc c'est beau aussi qu'un livre puisse vivre. Et quand on écrit un roman, d'une certaine manière, chaque lecteur, chaque lectrice se fait sa propre adaptation, son propre film, se crée ses images. Et donc c'est assez beau de se dire qu'une œuvre puisse vivre dans la vie de chacun. Ça, je trouve ça génial. C'est vrai que numéro 2, son destin, quelque part, il le regarde, parce que le triomphe d'Harry Potter dans le monde entier, il dit, ça devrait être moi. C'est une vie volée quelque part. Et en même temps, on se dit, au fond, quelle est sa vraie vie? C'était celle de numéro 2 ou numéro 1? Oui, puis ce qui est intéressant, on comprend ça dans le spectacle et dans le livre, c'est que peut-être qu'il y a un apprentissage nécessaire. Il y a peut-être une forme de vertu à l'échec et il va comprendre que s'il a raté ces choses-là, c'est que ça a peut-être un intérêt. Et donc, il va traverser beaucoup d'étapes, certaines difficiles, certaines risibles, mais il va essayer de vivre avec... on rate tous des choses, non, n'est-ce pas, Patrick? J'imagine. Moi, avant la délicatesse, j'ai eu beaucoup de livres qui se sont quand même fracassés dans l'échec, donc je pouvais parler de ce sujet avec facilité. Mais j'adore ce que tu dis. Évidemment, chacun va imaginer
imaginer. Moi, Clara, dans ma tête, elle a un certain visage. Marie, sa maman, c'est encore autre chose. Eric, voilà, l'atelier d'écriture. Je sais pas si on met des photos, je dirais non, elle ressemble plutôt à ça ou à ça. Et charmant, dans ta tête, tu la vois. Tu as un visage de femme quand tu écris. Tu as un Mais alors, visage. pas tant que ça, parce que j'aime bien. Alors, j'ai beaucoup de descriptions sur la psychologie, sur les attitudes, sur les émotions, mais je décris assez peu mes personnages physiquement. Quand j'avais écrit La délicatesse, j'avais écrit à propos de Nathalie qu'elle avait une féminité suisse. Donc ça veut absolument rien dire, mais tout le monde l'imaginait blonde. Ah ben là, ça et fait- alors, quand Ouais. on a choisi, quand on a eu la chance qu'Audrey Tautou accepte de l'interpréter, tout le monde m'a dit, mais pourquoi vous prenez Audrey Tautou? Parce qu'elle est blonde dans le livre. J'avais jamais écrit la couleur de ses cheveux. C'est pour ça aussi que là, c'est un livre, enfin moi je fais en sorte de vraiment m'atteler à faire en sorte que l'histoire soit intéressante. Il y a un début, un milieu, une fin, on a envie de suivre l'histoire, j'espère. Donc j'ai déjà beaucoup de propositions pour des adaptations cinématographiques, mais je refuse beaucoup parce que j'aime bien que les livres restent des livres. J'aime bien l'idée que voilà, chacun puisse se faire son film sans être parasité par une adaptation. Ouais, bah là, vous allez vous le faire, le film. Là. Il faut absolument courir, vivre et rencontrer Clara. Vous allez l'aimer, et puis toute sa famille, et puis toute cette histoire qui est absolument dingue. C'est rare de pouvoir dire, par amitié aux gens, leur dire, lisez ce livre, je sais que ça va vous rendre heureux, je sais que vous allez vous régaler. David Fuenquinos, ça c'est imparable. Merci beaucoup, Merci, David. Patrick, Tout le c'est monde adorable. aime Clara, qui est publié chez Gallimard. Merci d'avoir été là.